Mesdames et messieurs, ravi de vous revoir dans cette édition en version française de Viva Info. Bienvenue. Dans les actualités de ce soir, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français a publié aujourd'hui une déclaration en réponse à l'annonce déclarant persona non grata un agent diplomatique français. Selon ce communiqué, le ministère a convoqué mardi 28 avril le chargé d'affaires de l'ambassade de Madagascar à Paris afin de protester fermement contre cette décision visant un agent de l'ambassade de France à Antananarivo. Il lui a été signifié que la France rejette catégoriquement toutes les accusations d'ingérence dans les processus de transition à Madagascar. Ces accusations sont totalement infondées, précise le communiqué, et apparaissent incompréhensibles au regard du soutien constant et concret apporté par la France aux côtés de ses partenaires internationaux depuis octobre 2025 au processus de refondation destiné à répondre aux aspirations légitimes du peuple malagasy, en particulier des jeunes. La France appelle les autorités malagasy à maintenir un dialogue efficace et constructif à la hauteur des relations entre les deux pays et dans l'intérêt mutuel de leur peuple. Aux dernières nouvelles, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Ousseni, sera en Russie pour y observer les élections législatives. Par la même occasion, selon les informations, il s'agit pour ce premier responsable malagasy de prendre exemple et d'acquérir des expériences sur l'organisation électorale russe, étant donné les élections qui doivent se tenir à Madagascar prochainement. Néanmoins, quelle expérience peut-on espérer d'une nation telle que la Russie, où les élections ne sont ni libres ni démocratiques? Éditorial de la rédaction. Selon des informations diffusées par les communicants de la refondation, le premier responsable de la CENI, Terry Rakutnariv, est invité à observer les élections législatives russes en septembre 2026. Par ailleurs, selon toujours les informations, une rencontre s'est tenue entre la présidente de la commission électorale russe, Ella Pamfilova, et le président de la CENI. Rencontre durant laquelle la partie russe a exprimé sa volonté de renforcer la coopération et d'apporter son soutien à Madagascar dans le domaine électoral. Pour autant, nul n'ignore que la Russie est loin d'être un modèle en matière d'élections et encore moins en matière de démocratie. On se souviendra des nombreuses réactions à l'issue de la réélection de Vladimir Poutine à la tête de la Fédération de Russie en 2024, une élection basée sur la répression et l'intimidation, a dénoncé le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, à Bruxelles à l'époque. L'on s'étend alors que quel soutien électoral peut-on attendre de ce pays? Quelle expérience peut-on également récolter le président de la CENI de la part d'une nation dont une élection libre et démocratique est le cadet des soucis? À moins que l'objectif est d'instaurer à travers des élections calquées sur le modèle russe un État géré à la manière de Vladimir Poutine, avec l'emprisonnement systématique de tous les opposants ou encore une liberté d'expression sélective, voire inexistante? Poursuivons dans la page faits divers, 21 travailleurs malagasy ont été déclarés disparus à Stanley et à Maurice, selon la radio Top FM Mauritius. Les faits se seraient produits entre le 9 et le 23 avril dernier. Il s'agit de machinistes âgés de 26 à 44 ans en moyenne. Selon les sources, ils ne seraient pas rentrés chez eux dans les logements fournis par l'entreprise où ils travaillaient. Les détails avec Aniana Martina. Ces disparitions inquiétantes de travailleurs se sont produites à Stanley, à Maurice. 21 travailleurs de nationalité malagasy employés dans une entreprise locale sont actuellement introuvables. C'est la radio Top FM Mauritius qui a révélé cette information. Ces travailleurs auraient disparu des logements mis à leur disposition par l'entreprise entre le 9 et le 23 avril dernier. Selon le rapport, tous les disparus sont des machinistes. Ils sont âgés entre 26 et 44 ans. Les circonstances de la disparition de ces travailleurs malagasy, qui étaient pourtant en situation régulière, soulèvent des questions. Certains ne sont pas rentrés dans leur logement, d'autres l'auraient quitté directement. Une enquête est actuellement en cours sur place, menée par la Central Investigation Division, CID, de Stanley, et la police mauricienne, appuyée par la brigade canine. Pour l'heure, les circonstances exactes de ces disparitions restent inconnues. Dans les actualités économiques, les partenaires internationaux opérant à Madagascar jouent un rôle majeur dans le développement des régions vulnérables. Ils ne cessent d'impulser, d'accompagner et de financer les projets de développement dans le pays. Aujourd'hui, le nouveau projet Pacte Vert a été officiellement présenté à Ankiran. Il est mis en œuvre par l'équipe Europe et les Nations Unies dans les régions Anos et Anjoy. Reportage sur les images de Zahran Jianso. Le projet AFAFI Sud, financé par l'Union européenne et le gouvernement allemand, a officiellement pris fin aujourd'hui.
Il est relayé par le nouveau programme Pacte Vert. Ce nouveau programme appuie plus de 80 projets à Madagascar avec un financement pouvant atteindre 5 000 milliards d'ariars. Le Pacte Vert se décline en deux grandes volets, les projets Talak B et Résilience. Ceux-ci visent à contribuer à la capacité des régions du sud de l'île à faire face aux défis économiques et sociaux, à améliorer la sécurité alimentaire, à protéger l'environnement et les ressources naturelles, ainsi qu'à soutenir les économies locales face aux enjeux environnementaux actuels et à la vulnérabilité des systèmes. Le financement du projet est assuré conjointement par plusieurs partenaires, notamment l'équipe Europe, dirigée par l'Union européenne, l'Allemagne et la France, ainsi que des organismes de coopération tels que l'AFD, la GIZ et la KfW. Le système des Nations Unies apporte également son appui. Et les problèmes rencontrés dans ce qu'on appelle le Grand Sud de Madagascar sont des problèmes qu'on retrouve aussi dans d'autres régions de Madagascar, plus centrées vers le nord, ou vers le centre, ou vers l'est, ou vers l'ouest. Donc je pense que aussi notre action, qui a été, comme ça l'a très bien été dit par Davidé, très concentrée sur le Grand Sud à une certaine époque, depuis lors, nous avons quand même élargi avec la France, avec l'Allemagne, avec nos autres États membres, avec nos partenaires, nous avons élargi cette action à d'autres régions de Madagascar dont les défis peuvent, dans son entier, se reconnaître dans les défis du Grand Sud. Si on travaille ensemble, que si on travaille séparément. Alors on peut le faire de manière bilatérale, évidemment, mais il faut essayer de trouver des synergies, des cohérences, pour pouvoir maximiser notre impact. Alors je veux quand même mentionner le chiffre global, je ne vais pas aller dans les chiffres de chacun des projets, du Pacte Vert et beaucoup d'autres projets, mais le chiffre global dans ce dont nous discutons aujourd'hui, et nous l'avions annoncé avec l'Allemagne et la France l'année passée à Tuléar, c'est quand même 1 milliard d'euros, 5 000 milliards d'ariars, je répète, 5 000 milliards d'ariars qui sont donnés par l'Europe pour la thématique dont nous parlons aujourd'hui. Sur le terrain, la coordination des actions est assurée par les ministères concernés, notamment ceux en charge des finances et de l'agriculture. L'objectif du projet est de permettre la résilience des régions du sud de Madagascar afin qu'elles puissent faire face aux différentes crises, notamment liées au changement climatique, et d'instaurer un développement durable. Et le prix du ciment a augmenté de 4 à 7% au niveau de la société productrice depuis lundi. Cependant, les revendeurs appliquent chacun leurs propres tarifs. Selon une entreprise productrice, cette hausse serait due à l'augmentation des coûts d'importation des matières premières utilisées. Des mesures seront toutefois prises pour éviter toute forme d'abus, selon le responsable de la communication de cette société. C'est un reportage de Ruth Christelle Rakoutumalal, Anyen Martina, sur les images de Nzara Njenso. Alors que le sac de ciment Louve coûtait encore environ 33 700 ariars, le ciment Lucky 36 500 ariars et le ciment Urumbat 39 000 ariars jusqu'à avant-hier, ces prix ont changé depuis hier. On observe désormais 34 500 ariars pour le Louve, 37 000 ariars pour le Lucky et 42 000 ariars pour l'Urumbat chez les distributeurs rencontrés aujourd'hui. Ces chiffres correspondent à des hausses de 2,37%, 1,37% et 7,42% sur le marché. Selon le responsable de la communication d'une entreprise de production de ciment, la hausse au niveau de la société est comprise entre 4 et 7% et les distributeurs ne devraient pas dépasser ce seuil. Il explique que cette augmentation est liée à la hausse de 58% des coûts de transport maritime, des matières premières nécessaires à la fabrication du ciment importé, enregistrées au cours des derniers mois. Il ajoute également que la création de nouvelles unités de production de ciment contribuera à stabiliser le prix sur le marché local. Dans le reste de l'actualité de ce soir, page sociale, entre 2000 et 4000 sinistrés se trouvent sans abri pendant la saison des pluies dans le premier arrondissement. Leur hébergement reste un problème récurrent selon les explications, notamment en raison de l'insuffisance des infrastructures et du caractère inondable de la zone. Le CPGU, la structure chargée de la prévention et de la gestion des urgences, propose une solution à travers la mise en place des centres d'accueil pour les sinistrés en collaboration avec la Banque africaine de développement. Reportage signé Anyen Martina et Nzara Njenso. Antananarivo, premier arrondissement, cette zone est particulièrement vulnérable pendant la saison des pluies
notamment en raison de la montée des eaux. De nombreux sinistrés se retrouvent ainsi sans abri. Selon les statistiques, entre 2000 et 4000 personnes sont concernées dans le premier arrondissement d'Antananarive lors des cyclones et des inondations. Des tentes installées aux 67 hectares sont habituellement utilisées pour accueillir ces milliers de sinistrés. Afin de me préparer leur prise en charge, cette nouvelle infrastructure, un grand bâtiment, sera mise en place à Issouch. Toutefois, selon les explications, les dispositifs actuels restent insuffisants face aux besoins. Le bâtiment prévu comportera 2 étages avec de grandes salles, des sanitaires, une cuisine et d'autres équipements. Il pourra accueillir environ 1000 personnes. Les infrastructures ainsi que leur gestion respecteront les normes en vigueur selon les responsables. Les travaux lancés ce jour dureront 15 mois. Le projet est financé par la Banque africaine de développement, BAD, qui soutient également le programme ADRIFI depuis 2019. 24 nouveaux cas confirmés de Mpox ont été enregistrés à Madagascar jusqu'à la date du 28 avril, selon le communiqué du ministère de la Santé publique aujourd'hui. Ces cas se répartissent comme suit. 9 cas ont été détectés à Mbilbé, 4 cas à Antananarivo, Urinvuch, à Nouzbé et Vatmanj, chacun 2 cas à Mbujachim et 1 cas à Antananarivo, à Varadjan. Reportage. Le nombre de cas de Mpox ne cesse d'augmenter à Madagascar actuellement, selon les données publiées aujourd'hui par le ministère de la Santé publique pour la date du 28 avril 2026. Sur 32 personnes testées dans 6 régions, 24 cas confirmés ont été recensés. Ces cas ont été détectés dans 6 localités, réparties comme suit: 9 cas à Mbilbé, 4 cas respectifs à Antananarivo, Nouzbé et Vatmanj, 2 cas à Mbujachim et 1 cas à Antananarivo, à Varadjan. Toujours à la date du 28 avril, 10 personnes ont été déclarées guéries et ont pu regagner leur domicile, tandis que le nombre de décès reste à 3 personnes. Il est à rappeler que depuis l'apparition de l'épidémie Mpox, le 18 décembre jusqu'au 26 avril 2026, 2333 cas ont été recensés, dont 1237 cas confirmés de Mpox et 969 personnes sans guéries. Ainsi, l'épidémie reste présente à Madagascar, avec déjà 53 districts touchés. Le ministère appelle donc à la vigilance et au respect des mesures de prévention par chacun. Et pour terminer, les actualités locales, le trempe-l'œil est un type de pâtisserie très en vogue actuellement. De nombreux pâtissiers s'y consacrent à Madagascar et parmi eux figure Rinj, une entrepreneure en pleine ascension spécialisée dans la production et la vente de douceurs sucrées en street food à Mbujn. Elle propose notamment des créations en trempe-l'œil représentant différentes sortes de fruits. Les coulisses du trempe-l'œil ainsi que l'activité dans le domaine de la pâtisserie sont à découvrir dans ce reportage réalisé par Aniane Martina. Sur l'escalier d'Mbujn, rares sont ceux qui ne connaissent pas cet endroit. C'est ici que se trouve ce stand de street food. Il se distingue par la diversité des pâtisseries proposées aux formes très variées. Au début, Rinj a vendu principalement des tartes selon ses explications. Mais les produits ont évolué avec le temps et les tendances. Parmi les pâtisseries les plus en vogue actuellement figure le trempe-l'œil que l'on retrouve dans son stand. Jusqu'à présent, elle réalise surtout des trempe-l'œil en forme de fruits tels que des pommes, des poires, des kakis et bien d'autres encore, des produits que l'on trouve habituellement sur les marchés. Concernant les prix, Rinj explique qu'ils sont adaptés au pouvoir d'achat des clients tout en restant cohérents avec le coût des ingrédients utilisés. De nombreux clients viennent déguster ces pâtisseries originales et presque tous prennent des photos séduits par l'apparence soignée et réaliste de ces douceurs. Bien que le commerce numérique se développe à Madagascar, Rinj reconnaît qu'elle n'y est pas encore pleinement engagée, mais qu'elle y entre progressivement. Elle souligne également l'importance de la chaîne du froid pour ces produits, en particulier pour le trempe-l'œil. Cela nécessite même une formation spécifique pour les livreurs de la distribution. En plus du stand situé à Totobat-Mbujn, de nombreux autres acteurs se lancent également dans la production et la vente de trempe-l'œil via les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Dans l'actualité sportive, le PSG s'est imposé face au Bayern Munich sur le score de 5 buts à 4 hier soir lors de la demi-finale allée de la Ligue des Champions. Le match qui s'est déroulé au Parc des Princes a été particulièrement intense avec 9 buts inscrits, ce qui en fait l'une des demi-finales les plus prophylliques de l'histoire du football. Malgré cette défaite, le Bayern conserve encore ses chances de qualification pour la finale à condition de renverser la situation lors du match retour
retour prévu le 6 mai à Munich. Par ailleurs, l'Atlético de Madrid accueillera Arsenal ce soir dans l'autre demi-finale allée de cette Ligue des Champions. Passons toujours à l'international. Partant au Mali, la chef de la junte au Mali, Assimi Goïta, a affirmé hier mardi que la situation sécuritaire dans le pays était maîtrisée 3 jours après des attaques sans précédent menées par des groupes armés contre des positions stratégiques de la junte plus que jamais affaiblies. France 24. C'est sa première prise de parole depuis la chute de Kidal. Assimi Goïta reconnaît des attaques d'une extrême gravité, mais veut rassurer les Maliens. À l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé, la situation est maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherche, d'exploitation du renseignement et de sécurisation se poursuivent. En parallèle de cette apparition, la chaîne de télévision publique malienne ORTM a diffusé ces images où le chef de la junte militaire apparaît au chevet des blessés des attaques menées samedi dernier à Kati. Puis, aux côtés de la famille de Sadio Camara, le ministre de la Défense, tué à son domicile. Autre séquence ici, en présence de l'ambassadeur russe au Mali, une opération de communication après 3 jours sans apparition du chef de la junte, pour montrer qu'Assimi Goïta est sur le terrain et travaille à la sécurisation du territoire. De leur côté, les Russes montrent aussi qu'ils n'ont pas complètement abandonné leur allié malien. L'armée russe a affirmé avoir frappé des positions rebelles, vidéo à l'appui. Pas de quoi arrêter les djihadistes du JNIM, à l'origine de l'offensive avec l'appui des Touaregs du Front de libération de l'Azawad. Ils disent vouloir imposer un blocus de Bamako. Quiconque s'entêtera à emprunter les routes menant à Bamako et Kati en assumera les conséquences, y compris le risque de mort. Que vous soyez à pied, à moto ou en voiture, Bamako est verrouillé et aucune exception ne sera tolérée. En plus de Kidal, les opposants à la junte disent contrôler la commune de Tessit, près de la frontière avec le Niger et le Burkina Faso. Les attaques ont provoqué la mort de plus de 20 personnes civiles et militaires, selon un dernier bilan. Aux États-Unis, l'ex-directeur du FBI, James Comey, est visé par 2 chefs d'accusation délivrés par un jury de Caroline du Nord pour une photo publiée sur les réseaux sociaux en mai 2025, interprétée par l'administration Trump comme une menace envers le président. Le point avec France 24. Voici la publication à l'origine des nouvelles accusations contre l'ancien directeur du FBI, James Comey. Postée sur Instagram en mai 2025, une photo de coquillage formant 86-47, de nombre lourd de sens pour les partisans du président des États-Unis. Dans l'argot américain, 86 est utilisé pour signifier se débarrasser de quelque chose ou de quelqu'un, et 47 désignerait, selon l'accusation, Donald Trump, 47e président des États-Unis. Les faits reprochés peuvent paraître surprenants, mais l'administration assume. Je pense qu'il est juste de dire que menacer la vie de quiconque est dangereux et peut constituer un crime. Menacer la vie du président des États-Unis ne sera jamais toléré par le ministère de la Justice. Véritable bête noire du président américain, James Comey avait été limogé en 2017 lors du premier mandat de Donald Trump, alors que le FBI enquêtait sur d'éventuelles ingérences russes dans la campagne présidentielle de 2016. En 2025, il était inculpé pour avoir menti sous serment avant que la procédure ne soit annulée par une juge fédérale. Il risque cette fois jusqu'à 10 ans de prison pour menace sur la vie et l'intégrité du président, mais il veut se montrer confiant. Eh bien, ils sont de retour, cette fois-ci à propos d'une photo de coquillage prise il y a 1 an sur une plage de Caroline du Nord. Et ça ne s'arrêtera pas là. Mais rien n'a changé pour moi. Je suis toujours innocent, je n'ai toujours pas peur et je crois toujours en l'indépendance du pouvoir judiciaire fédéral. Alors allons-y. Pour le principal membre démocrate de la commission judiciaire du Sénat, ces nouvelles accusations sont sans fondement. Dick Durbin dénonce dans un communiqué l'instrumentalisation de la justice par un président revanchard, utilisant le système judiciaire comme une arme contre ses adversaires.
Le roi Charles III a profité de son discours devant le Congrès américain pour réaffirmer l'alliance étroite entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Devant les élus américains, il a aussi insisté sur les dangers de l'isolationnisme et la nécessité de protéger la nature. France 24. Sous les ors de la Maison-Blanche, l'idylle se poursuit entre Donald Trump et Charles III. Sur un ton détendu, le roi d'Angleterre ouvre le dîner de gala en louant le lien entre Royaume-Uni et États-Unis. L'histoire de nos deux pays est une histoire de réconciliation. D'adversaires, nous sommes devenus les plus proches alliés. Notre histoire est celle d'un lien incassable, fait d'histoire et d'héritage. Un discours similaire à celui tenu par le souverain devant le Congrès. Dans des critiques à peine voilées contre Donald Trump, Charles a souligné la nécessité des contre-pouvoirs en démocratie et de la lutte contre le dérèglement climatique, que Washington ne reconnaît plus comme une menace pour le monde. Même si nous célébrons la beauté qui nous entoure, notre génération doit décider comment faire face à l'effondrement des systèmes naturels essentiels, qui menacent bien plus que l'harmonie et la diversité essentielle de la nature. Auparavant, Charles et Camilla avaient déjà été reçus à la Maison-Blanche par Donald et Melania Trump. L'occasion pour le républicain de couvrir son hôte d'éloge à rebours des tensions avec Keir Starmer sur la guerre en Iran. Les Américains n'ont pas eu d'amis plus proches que les Britanniques. Nous partageons les mêmes racines, nous parlons la même langue, nous défendons les mêmes valeurs. Avec un faste tout monarchique, Donald Trump avait gratifié le couple royal d'une cérémonie militaire. Ce mercredi, Charles et Camilla prennent la direction de New York pour visiter le mémorial des attentats du 11 septembre. Ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne soirée sur Viva. Au revoir.